Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Dans notre saga sur la dette française, j'ai pensé qu'il était important également de faire d'autres épisodes permettant d'expliquer le pourquoi de cette dette et aussi ce roman noir de cette dette française qui a commencé véritablement en 1974 et qui continue de nous endetter et qui devient un dérapage qui est totalement incontrôlé. En 1974, Simone Veil prononçait son discours pour le droit à l'avortement et cette année, il y a quelques semaines, nous avons pu voir que ce droit avait été inscrit dans la Constitution. L'ORTF était démantelé, le GIGN était créé et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle inauguré. Des instantanés qui semblent appartenir à un passé lointain, tout comme la photographie de notre équilibre financier. L'État a présenté alors pour la dernière fois un budget en excédent. Je dis bien pour la dernière fois, ce qui est catastrophique pour notre pays. Depuis 50 ans se sont écoulés et la France est constamment dans le rouge. Triste anniversaire. Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie de François Hollande, aujourd'hui président de la Cour des comptes, résume d'un air grave dans son bureau de la rue Cambon cette histoire. D'abord, l'action publique est ralentie. Puis, elle est paralysée. Enfin, elle est étranglée. Avec plus de 3000 milliards d'euros de dettes et des taux d'intérêt qui grimpent, nous approchons dangereusement du dernier acte. La France aura bien du mal à préparer l'avenir. D'ici à 2027, la charge de la dette va devenir le premier poste de dépense de l'État français. En cause, une croissance qui s'est peu à peu essoufflée, tandis que la demande de services publics a cru. Des gouvernements qui ont laissé le pays vivre au-dessus de ses moyens, des crises successives qui ont fait monter notre endettement, une politique monétaire qui a produit une anomalie économique avec des taux d'intérêt au plancher, puis négatifs. C'est une histoire que nous allons essayer de résumer dans cette petite vidéo. En 1974, il y a donc la première glissade, malgré la présence de Raymond Barre. C'est le 4 septembre 1975, sur l'élan de télé de millions de Français, que le visage de Valéry Giscard d'Estaing, longiligne et sévère, apparaît. Nous traversons la plus grande secousse que l'économie mondiale ait connue en temps de paix depuis 45 ans, soutient-il. Avant d'égrener les mesures destinées à doper une économie étranglée par le choc pétrolier de 1973 et le quadruplement du prix de l'or noir, aide de 250 francs par enfant, hausse de l'allocation de rentrée, lancement du TGV Paris-Lyon, aide aux entreprises, etc. La France applaudit ce grand plan de relance de 30 milliards de francs, mais pas la rue de Rivoli où siège à l'époque le ministère des Finances. À sa tête, le ministre Jean-Pierre Fourcade a bien tenté de résister là. Le plan Chirac est adopté, un échec. L'investissement ne décolle pas, la consommation repart, mais au détriment du solde commercial qui se dégrade. La hausse du chômage se poursuit. Et malgré les efforts du nouveau Premier ministre, le rigoureux Raymond Barre, la dette publique atteint 21% du PIB en 1980 contre 14,5% en 1974. Le jeune et fringant VGE pouvait-il l'imaginer en arrivant à l'Élysée en mai 1974 ? Sûrement pas. L'ex-ministre de l'économie ne sait pas encore
qui sera le président de la fin des 30 Glorieuses. Mais l'envolée du baril va peu à peu faire basculer l'économie dans la stagnation, la stagflation. Et oui, les recettes fiscales baissent, les dépenses sociales explosent, ménages et entreprises sont étranglés. Autre origine de la spirale de la dette, l'effondrement en 1971 du système de Bretton Woods. L'ordre monétaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Delarosière, à l'époque directeur du Trésor, se souvient. Il n'était alors plus nécessaire de tenir notre parité avec le dollar. Une des limites à l'endettement avait soudainement disparu. Puis fut les années Mitterrand, de 1981 à 1995, avec le tournant de la folie dépensière. C'est le 22 décembre 1982, c'est un voyage dont Jacques Delors, le ministre de l'économie de François Mitterrand, se serait bien passé. Mais il y a péril en la demeure. La France manque de dollars et les prêteurs ne se bousculent pas au portillon. Il y en a d'ailleurs pas qu'un seul. L'Arabie Saoudite. Depuis la rentrée, le Trésor négocie avec Riyad pour obtenir un prêt. L'affaire est conclue avant Noël, après une visite en catimini de dollars. Ouf. La nouvelle semble bonne, mais le Trésor avertit. Elle n'est pas sans risque majeur pour notre indépendance. Comme nous le rapporte Jean-Pierre Levade, à l'époque directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, cet événement a sans doute contribué à convaincre Mitterrand de la nécessité d'un changement de cap. Lors de la campagne présidentielle, Mitterrand a promis une relance de grande ampleur. Dès son élection de 1981, il tient parole. Embauche de 55 000 fonctionnaires, retraite à 60 ans au lieu de 65 ans, augmentation du minimum vieillesse, des allocations sociales et familiales, nationalisation. L'État injecte près de 10 milliards de francs, plus de 1% du PIB dans l'économie. Le conte de fées se transforme en cauchemar. L'inflation s'emballe, le déficit commercial se creuse, le franc est attaqué, les capitaux fuient. Le gouvernement doit dévaluer. Une débâcle. Nos finances publiques accusent le coup. De 0,4% en 1980, le déficit passe à presque 3% en 1982 et la dette bondit de 21 à 25% du PIB. Un coup de frein est donné avec le tournant de la rigueur en 1983. Mais l'effet boule de neige se fait encore sentir pendant quelques temps. L'arrivée de la droite et ses baisses d'impôts massives lors de l'épisode de la cohabitation entre 1986 et 1988 ne permet pas de redresser la barre. En 1988, année de réélection de François Mitterrand, la dette atteint désormais les 33% du PIB. Cela n'empêche pas le gouvernement Rocard de créer le RMI, le revenu minimum d'insertion. Au début des années 90, une nouvelle crise se déclenche avec l'explosion d'une bulle immobilière et la première guerre du Golfe. En 1993, le déficit dépasse les 6% et la dette poursuit sa lente dérive jusqu'à atteindre les 56% du PIB en 1995. Ni la gauche ni la droite qui profitent d'une nouvelle cohabitation pour mettre en place des baisses de charges ne proposent de remède à ce mal chronique. Il faut dire que le paysage a changé. Les taux d'intérêt sont sur une pente descendante. Emprunter coûte de moins en moins cher. Désormais, l'État se finance sur les marchés financiers et nos bons du Trésor trouvent preneurs aux quatre coins du monde. Une évolution qui nous place sous la surveillance des investisseurs internationaux. À la fin du second septennat, le rythme de progression de la dette est tel qu'il pourrait bientôt dépasser les 60%, la limite instaurée par le traité de Maastricht pour entrer dans la zone euro. Au lendemain de l'élection de Jacques Chirac, sauf mesures draconiennes, nous n'étions pas certains de pouvoir inverser cette dynamique mettant en cause notre engagement à respecter ces critères. Se remémore Jean Arthuis, ministre des Finances de 1995
et 1997. Cela ne s'est malheureusement pas amélioré sous l'ère Chirac. Le 14 juillet 1999, avec la cohabitation née de la dissolution ratée de 1997, Jacques Chirac est devenu un chef de l'État impuissant. Mais il peut encore mettre des bâtons dans les roues du gouvernement socialiste Lionel Jospin. Dans les jardins de l'Élysée, il lâche une petite bombe face à Élise Lucet, Patrick Poivre d'Arvor et Claude Sérillon. Nous avons depuis 2 ans une croissance qui fait que nous avons énormément d'argent dans les caisses. Il faut tout le talent du ministère des Finances pour masquer le phénomène. Il faut rendre aux Français une part de ce que l'on leur a pris. Voilà comment est née la polémique de la cagnotte fiscale, ce caillou dans la chaussure des socialistes. Il est vrai que le Premier ministre Lionel Jospin a de la chance, il bénéficie d'une croissance miraculeuse. En 1998, l'augmentation du PIB dépasse les 3%. En 2000, elle frôle même les 4%. Personne ne s'y attendait et il pleut des recettes fiscales à n'en plus finir. Grâce à cette manne, la France peut faire son entrée dans l'euro en 1999. Prudemment, le gouvernement socialiste, avec Dominique Strauss-Kahn, à la manœuvre à Bercy, veut jouer les fourmis. C'est compter sans la rouerie du président Chirac. Sous la pression de l'opposition et des Français, Jospin finit par redistribuer les 50 milliards de francs de la cagnotte à travers des baisses d'impôts et des augmentations de dépenses. Malgré cette croissance inattendue, pas de retour aux excédents budgétaires donc. Et si le ratio de la dette sur le PIB diminue légèrement, c'est pour mieux repartir après. Car l'euphorie ne dure pas. Au tournant des années 2000, la croissance s'essouffle. Le passage de 39 à 35 heures de travail hebdomadaire plombe la compétitivité des entreprises et les baisses de charges accordées en contrepartie pèsent sur nos finances publiques. Jacques Chirac est réélu en 2002. Cette élection avait été délicate avec un concours de promesses extrêmement coûteuses qui nous font passer rapidement au-dessus des 3% et entrer dans une phase de laxisme. Se souvient Alain Lambert, ministre délégué au budget entre 2002 et 2004. Dès 2002, la France franchit la barre fatidique des 3% de déficit et celle des 60% de dette. Bruxelles râle? Peu importe. La France et l'Allemagne décident de concert de s'asseoir sur les critères du pacte de stabilité. Après cela, qui pourra en vouloir aux pays dits du Sud d'avoir fait de même? Mais à la différence de nos voisins d'outre-Rhin, qui engagent alors des réformes d'ampleur pour retrouver la compétitivité et de l'oxygène budgétaire, la France s'enlise. La sonnette d'alarme est tirée en 2005 par Thierry Breton, lunettes sur le bout du nez et chevelu en bataille. Le ministre de l'économie présente son plan de redressement et de croissance pour le pays et prévient la France vit au-dessus de ses moyens. Il se retrouve contraint de défendre quelques mois plus tard un budget en déficit, même si, fait rarissime, la dette rapportée au PIB se réduit sous sa direction. Arrive en 2007 le président Sarkozy. Le 13 janvier 2012, un vendredi noir, Nicolas Sarkozy est président de la République, François Baroin ministre de l'économie et des finances. Il est 10h30, un SMS s'affiche sur le téléphone de Baroin. Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, lui demande de le rappeler de toute urgence. L'agence de notation Standard & Poor's s'apprête à dégrader la note de la France de AAA à AA+. Ce n'est pas totalement une surprise avec la crise des subprimes, ce krach financier lié à des prêts hypothécaires américains et qui a contaminé le monde. Notre déficit s'est considérablement creusé, dépassant les 7% en 2009 et notre dette s'approche des 90% de PIB. Sur le vieux continent, la tempête venue d'outre-Atlantique en a entraîné une autre dans son sillage.
Depuis de longs mois, la zone euro est prise au piège d'une crise de la dette souveraine qui menace les pays périphériques et la pérennité de l'union monétaire. Les investisseurs doutent. Faut-il continuer à prêter à ces États trop dépensiers? Les taux d'intérêt se tendent et la dette augmente d'autant. Un cercle vicieux. Il y a bien eu l'alerte de Perrambeau. En 2005, Thierry Breton a commandé à Michel Péberon, PDG de la BNP, un rapport sur la dette. L'ancien haut fonctionnaire s'entoure des profils de gauche comme de droite, l'ex-directeur général du FMI Michel Candessu, la syndicaliste Nicole Notat, le futur président de la Cour des comptes Didier Migaud, le futur secrétaire général de Nicolas Sarkozy à l'Élysée Xavier Muscat. 2 à 3 fois par mois, ils planchent pendant 4 heures. Nous leur avions demandé de faire en sorte que ce rapport soit compréhensible du grand public, raconte Michel Péberon. Leur conclusion est sans appel. Si la tendance se poursuit, la dette atteindra les 200% du PIB en 2030. Le moment a été désagréable, mais la dégradation de la France avait déjà été intégrée par le marché. Et nous l'avions accompagné en documentant par exemple nos mesures d'économie, se souvient Barouin. Les investisseurs ont continué à prêter à Paris et un an plus tard, la France s'endettait même à un coût bien inférieur. Cet épisode a néanmoins marqué notre sortie du club des pays les plus solides. Il serait trop facile de tout mettre sur le dos de la crise. La France a payé en 2012 le résultat de 4 décennies de mauvaise gestion. Et Nicolas Sarkozy ne s'est pas démarqué de ses prédécesseurs par une utilisation précautionneuse des deniers publics. Il s'est certes choisi un Premier ministre incarnant la rigueur, François Fillon, et a confié à Éric Woerth, ministre du Budget entre 2007 et 2010, la difficile tâche de lancer la RGPP, la révision générale des politiques publiques destinée à réduire les dépenses. La crise a mis un coup d'arrêt à cette réforme de l'État. Il fallait une sacrée énergie pour la mener. Demander de faire des efforts ne suscite jamais de l'enthousiasme, et de nombreux collègues freinaient des cas de fer. Se souvient-il l'air malicieux Éric Woerth, le désormais questeur de l'Assemblée nationale, dans son bureau de la rue de l'Université. Mais au début de son mandat, Sarkozy a surtout été le président des baisses d'impôts, avec la loi TEPA, défiscalisation des heures supplémentaires, allègement de la fiscalité sur les successions, tout en annonçant à nos partenaires européens qu'il faudrait attendre un peu avant le retour à l'équilibre. Sa stratégie était d'augmenter la croissance plutôt que de réduire les dépenses, analyse l'un de ses conseillers, malheureusement raté. Hollande, en 2012 jusqu'en 2017, a été le président de la grande addiction de la dette. Le 20 août 2013, ce matin-là, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, fait sa rentrée médiatique sur France Inter. Pendant ses vacances, il n'a entendu parler que de cela. Les Français en ont marre de payer toujours plus d'impôts. Il faut dire que le président Hollande a usé de l'arme fiscale, hausse de l'impôt sur le revenu, sur le patrimoine des cotisations sociales pendant la première année de son mandat pour combler un déficit qui atteignait encore les 5% en 2012. Et voilà que certains ministres veulent encore appuyer sur la gâchette. Alors le locataire de Bercy lance un nouveau concept. Je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu'ils soient des ménages, des consommateurs ou des entreprises. Au sortant du studio, il sait qu'il a franchi la ligne jaune. Quelques mois plus tard, il est remplacé par Michel Sapin aux finances et par Arnaud Montebourg à l'économie. Mais sa sortie n'aura pas été vaine. Le gouvernement Valls finit par lancer un plan de baisse des dépenses de 50 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Le déficit se résorbe. En 2017, si le président Macron peut se vanter d'avoir atteint les 3%,
une première depuis 10 ans, c'est grâce aux efforts de son prédécesseur. Mais hélas, ce n'est pas suffisant pour empêcher la dette de continuer à gonfler et de dépasser la barre symbolique des 2000 milliards d'euros. Entre 2012 et 2017, elle bondit de 90 à 98% du PIB. Y aura-t-il une fatalité en la matière? Non, mais une nouvelle occasion ratée. Si le début du quinquennat Hollande a été difficile, croissance en berne, chômage élevé, le président socialiste a bénéficié ensuite d'un alignement des planètes, chute du prix du pétrole, dépréciation de l'euro, bénéfique pour l'économie et le redressement des comptes publics, avec une mention spéciale pour le niveau historiquement bas des taux d'intérêt provoqués par la politique monétaire ultra-expansionniste de la Banque centrale européenne, une baguette magique, comme l'explique aujourd'hui Sapin. C'était un phénomène incroyable, la dette augmentait et pourtant la charge de celle-ci diminuait grâce à la baisse des taux d'intérêt. Nous étions tous drogués à l'argent pas cher, même ceux qui nous disaient auparavant qu'il fallait se désendetter, a un effet addictif. Depuis 2017, nous avons bien pu voir que Macron est le champion de l'argent magique. Le 5 avril 2018, Emmanuel Macron visite le CHU de Rouen. Une aide-soignante l'interpelle sur le manque de moyens des hôpitaux. Il n'y a pas d'argent magique, rétorque le chef de l'État. Une scène qui semble appartenir à un autre monde. À l'époque, le président du en même temps fait de la bonne gestion des deniers publics son cheval de bataille et bénéficie d'une conjoncture favorable. Cette année-là, le déficit reflue même jusqu'à 2,3% du PIB, son plus bas niveau depuis 2001. Et la France sort de la procédure pour déficit excessif, ouverte par la Commission européenne en 2009. Mais encore une fois, les bonnes résolutions vont être rapidement oubliées. La crise des Gilets jaunes en 2018 et la pandémie en 2020 auront comme effet l'ouverture des robinets budgétaires avec la doctrine du quoi qu'il en coûte pour maintenir l'économie à flot. Le déficit atteint les 9% du PIB et la dette frôle les 115% du PIB en 2020. Suivront en 2022 les aides massives destinées à contrer la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Il semble que Macron ait finalement trouvé de l'argent magique. Jusqu'au dur retour de la réalité, l'inflation et la politique monétaire, désormais restrictive de la Banque centrale européenne, tendent les taux d'intérêt. L'an dernier, Paris a emprunté en moyenne à 3,15% avec un déficit légèrement sous la barre des 5% et une dette de plus de 3 000 milliards, 111,7% du PIB au troisième trimestre. La France est à nouveau dans le viseur de Bruxelles car elle tarde à réduire son déficit et l'agence Fitch a dégradé la note de la France au printemps. Pour 2024, les économistes annoncées paraissent conséquentes, mais elles proviennent surtout de la fin des dispositifs mis en place pour répondre à la crise énergétique. En 2025, les efforts devront donc être massifs, vu l'objectif du gouvernement de ramener le déficit à 3% du PIB en 2027. Il faut revenir à un mode normal de gestion des finances publiques. Le problème, c'est qu'après ces années d'ouverture du robinet budgétaire, tout le monde exige de nouveaux droits, de nouveaux services publics. Donc, les ministres ne cessent de demander toujours plus, soupire-t-on à Bercy. Ce chapitre, malheureusement, ne sera probablement pas le dernier de notre terrible histoire de la dette. Faut-il donc désormais des hommes politiques au rendez-vous de façon à non pas être à 3% de déficit, ce qui veut dire que nous sommes toujours en déficit, puisque en réalité, nous avons 3% de déficit par an. Mais non, ce qu'il faut, c'est du positif. Et pour avoir ce positif, il faut malheureusement remettre la France au travail en diminuant de manière considérable les aides. Par exemple, le RSA avait été créé au départ à la place du RMI pour remettre la France au travail, c'est-à-dire
que c'était le revenu de solidarité active, ce qui voulait dire que les Français qui bénéficiaient de ce RSA devaient fournir à la collectivité territoriale ou à des ministères des heures de travail. Alors soyons réellement opportunistes et les politiques doivent absolument appliquer ce RSA qui, au départ, était une bonne chose. Faire travailler les Français est la solution. Réduire le chômage l'est aussi. Donc, il y a énormément de postes non pourvus. Il faut donc que les chômeurs acceptent de travailler et qu'il y ait des contrôles beaucoup plus drastiques pour les arrêts maladie, bien entendu. Il faut aussi réduire l'AME. La loi qui avait été proposée par le Sénat et cette année était de bonne facture pour la loi sur l'immigration, mais malheureusement, le Conseil constitutionnel l'a retoqué, ce qui pour moi n'est pas normal, puisque en réalité, on regarde la constitutionnalité, puisque la constitutionnalité n'est pas liée maintenant à un processus organique, mais plutôt à un processus de vérification des droits sociaux qui sont indiqués à l'intérieur de la Constitution. Une Constitution ne doit pas permettre pour moi de calculer par rapport aux droits sociaux, mais une Constitution est en fait une règle de fonctionnement d'un État et pas une liste à la Prévert de droits sans compter les devoirs que doivent avoir les citoyens et les immigrés sur notre sol. Il faut également, pour moi, remonter la vente de produits français à l'étranger et diminuer l'importation de produits étrangers. Pour cela, il faut mettre en place un protectionniste, mais il faut également proposer à des États et surtout à des entreprises de visage en visage. Une entreprise doit sceller des partenariats avec une autre entreprise étrangère de façon à ce qu'elle devienne distributrice des produits français. Et pour cela, la Chine l'a très bien fait grâce à son portail Alibaba. Cela fait plusieurs années que je milite pour la création d'un portail identique en France de façon à pouvoir créer des synergies, de façon à pouvoir créer des partenariats entre des entreprises françaises et des entreprises étrangères, de façon à ce que notre déficit commercial étranger soit enfin jugulé et que la croissance soit de retour dans notre pays. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.